Et rebonjour tout le monde, donc partie 2 de la série 13, donc les questions 21 à 40. Donc merci à tous de regarder. On est en live sur Twitch, sur la chaîne Fred Auto École, hein, donc la même que sur YouTube. Donc n'hésitez pas à venir follow la chaîne Twitch, à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre des petits pouces, des commentaires, etc., etc., pour nous dire ce que vous avez réussi à faire et participer euh, au code. Donc c'est parti, question 21. Le conducteur qui bénéficie de la meilleure protection est le conducteur A numéro 1, B numéro 2, C numéro 3. Alors, installation poste de conduite. J'ai une vidéo sur ça sur ma chaîne si vous voulez vous installer au poste de conduite, d'accord? Donc on règle le siège en avant, en arrière, d'accord, en hauteur, en profondeur, le dossier et l'appui-tête. Et l'appui-tête, il doit être le bout de l'appui-tête, il doit être au niveau du haut de votre crâne, d'accord? Donc sauf si vous êtes plus petite et que vous êtes en dessous, hein, vous n'avez pas le choix, hein. Mais du coup, là l'idéal, c'est la 3. Après l'absorption, le cannabis reste présent dans l'organisme plusieurs heures. Réponse A, plusieurs jours. Réponse B. La bonne réponse, c'est la réponse B, ça reste plusieurs jours. Alors, si au bout de quelques heures, le cannabis ne fera sûrement plus aucun effet sur votre organisme, hein, on est d'accord? Vous ne sentirez plus aucun effet, normalement, bon, sauf si vous fumez à longueur de journée, hein, d'accord? Mais à savoir qu'il reste dans l'organisme pendant plusieurs jours. Donc, si vous faites contrôler que vous avez un accident qui a un accident corporel, hein, s'il y a des gens blessés, il y aura forcément une prise de sang. Et même si vous avez fumé un bédo 3-4 jours avant, eh ben ils vont le trouver. Et puis bah du coup, vous serez forcément en tort, parce qu'ils vont le retrouver. Ils vont retrouver dans votre sang les résidus de cannabis. Voilà, vous voyez, il reste détectable pendant au moins 3 jours, voire même plus, selon si vous avez combien vous en avez consommé. Question 23. En cas d'incendie dans un tunnel, franchir la porte d'une issue de secours permet d'être protégé de la chaleur, réponse A, d'être protégé de la fumée, réponse B, de se retrouver immédiatement à l'air libre, réponse C, ou d'être pris en charge par les secours. Réponse D, plusieurs réponses possibles pour cette question. Alors en épée, la force d'issue de secours, ça nous permet d'être protégé de la chaleur parce qu'on se barre du tunnel. Ça nous permet de nous protéger de la fumée parce qu'on se barre du tunnel. Donc est-ce qu'on se retrouve immédiatement à l'air libre? Pas spécialement. On peut très bien se retrouver dans un refuge planqué au fond, ou un grand couloir à traverser, ou des escaliers à monter avant d'être sorti à l'air libre. Donc on n'y est pas immédiatement. Et du coup, ça nous permet également d'être pris en charge par les secours qui, eux, vont forcément vous attendre à la sortie ou venir vous chercher si vous êtes vraiment dans un endroit protégé. Donc réponse A, B et D. Alors, avec 5 personnes dans ma voiture et un chargement lourd, je règle la hauteur des feux sur A1, B2, C3 ou D4. D'accord. Alors, 5 personnes dans ma voiture et un chargement lourd. Comment est-ce que je règle mes feux? Donc du coup, plus je vais charger ma voiture, plus ma voiture va se lever, d'accord? Plus mes phares vont être hauts. Et donc du coup, plus je tourne la molette, d'accord? Donc là, on est chargé au max 5 personnes, plus chargement lourd, du coup, il faut tourner la molette jusqu'au 4. On l'a fait, tac, là on est à 0, les phares ils sont comme ça, mais on est comme ça, donc les phares sont hauts, on met à 1, on met à 2, on met à 3, on met à 4, et ça rectifie comme d'habitude, ça éclaire plus vers le bas, et on gênera pas les gens, on les éblouira pas, ok? Savoir que 0 c'est la valeur par défaut, hein, d'accord? Donc du coup, ils sont comme d'hab en feu de croisement, ils éclairent plus vers le bas pour pouvoir croiser les gens sans les éblouir. Et plus on charge, du coup, plus on doit monter à 1, 2, 3, 4 pour les faire baisser. Alors, petite vidéo. C'était court. Ce panneau m'informe que c'est à moi de passer le premier. Oui, réponse A, non, réponse B. Je me prépare à m'arrêter.
Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ce panneau, en effet, c'est un panneau qui nous indique que nous sommes prioritaires, d'accord? C'est une priorité en face. On a la grosse flèche blanche, ils ont la flèche rouge en face. Donc je suis prioritaire. Est-ce que je me prépare à m'arrêter? Toujours, parce qu'on ne sait jamais. Si lui, il s'engage, bah, il faut que, que je sois prêt à m'arrêter, parce qu'une fois qu'il est engagé, bah, je vais pas m'engager pour aller le bloquer devant et klaxonner comme des gens y font, et le traiter d'abruti, lui dire de reculer, d'accord? S'il s'engage, bah, c'est tout, il s'est engagé, vous perdez votre priorité, vous le laissez passer, ça sert strictement à rien d'aller chercher le conflit, d'aller se coller devant et lui demander de reculer. Ça n'a aucun intérêt à part chercher la merde, chercher la bagarre, emmerder le monde, c'est tout, ça fait chier. L'autre, c'est un abruti fini. Mais je me prépare quand même à m'arrêter, c'est tout. Et s'il le faut, bah, je le laisserai passer. D'accord? Ça sert à rien d'aller chercher le conflit, d'aller se foutre. Si lui, il s'engage là, moi, je vais pas aller lui bloquer le chemin là en disant je suis prioritaire, recule. D'accord? Même s'il a rien à foutre là, c'est chiant. Mais ça sert à rien. Vous arrêtez là, vous patientez quelques secondes et vous le laissez passer. Et puis voilà, quoi, c'est bon. Ok? Alors, avec le permis B, je suis autorisé à conduire une voiture automatique si je suis en période probatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si j'ai 10 ans de permis, oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, évidemment, avec un permis B, hein, on est d'accord, hein, permis B normal, donc simple, j'ai le droit de conduire une boîte manuelle et une boîte automatique, d'accord? Si j'ai un seul en période probatoire ou en période où si j'ai le permis depuis 10 ans, c'est pareil. Si j'ai le permis B, j'ai le droit de conduire les deux véhicules, automatique et manuel. Ok? Contrairement si jamais j'ai le permis boîte automatique et le permis B78, donc là où je n'ai le droit que de conduire que des véhicules à boîte automatique tant que je n'ai pas fait de passerelle. Il existe une passerelle ensuite pour apprendre à utiliser la boîte de vitesse. Hop, réponse A et C. Question 27. Dans les zones de rencontre, la vitesse est limitée à 20 km/h, réponse A, 30 km/h, réponse B. Les piétons sont prioritaires, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, il n'y a même pas le panneau qui nous annonce la zone de rencontre, mais la vitesse est limitée à 20 km/h, et évidemment, les piétons sont prioritaires sur tout le monde. On doit s'arrêter pour laisser passer les piétons, qui ne sont même pas obligés de traverser sur les passages piétons. Bien souvent, dans les zones de rencontre, il n'y en a pas de toute façon. Donc les gens, c'est comme nous, on est à Reims, là, quand on est rue de Velle, on passe rue de Velle ou place d'Erlon, on peut passer place d'Erlon des fois pour se garer ou quoi, bah, du coup, c'est une grande route, et puis bah, les piétons, les vélos, les machins, tout ce que vous voulez, ils passent en plein milieu. On a même le tram qui passe en plein milieu du bordel, et c'est les piétons qui sont prioritaires sur tout le monde. Question 28. Alors, je privilégie les parcs relais pour accéder facilement au transport en commun. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour éviter d'engorger le centre-ville. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, en effet, si je privilégie ça, c'est pour prendre ensuite facilement les transports en commun. Je me mets dans un parking relais. Bien souvent, on peut même avoir directement des réductions en plus sur les transports en commun. Voire même certains parcs relais, des fois, offrent un ticket de transport en commun si on va se garer dans leur parking. Et puis comme ça évite d'engorger le centre-ville avec les véhicules. Donc réponse A et C. Question 29. Petite vidéo. Alors, immédiatement, je peux ouvrir ma portière pour descendre. Oui, réponse A, non, réponse B. Ou quitter mon stationnement. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, on a bien vu que dans la vidéo, si on a regardé le rétroviseur, ici, on va rejouer. Donc, on regarde bien, on regarde devant, on voit le véhicule arriver, on regarde le rétroviseur. Donc la voiture passe, la camionnette passe. Et là,
on voit pas, mais évidemment, il y avait une deuxième voiture. Donc là, la deuxième voiture, elle est collée à nous. Donc évidemment, je ne peux pas ouvrir ma portière et évidemment, je ne peux pas quitter mon stationnement. Tac, réponse B et D. Question 30. Alors, j'allume les feux. Oh, il fait beau. Il fait beau, dis donc. Alors, j'allume les feux A de croisement, B de route, C de brouillard avant, D de brouillard arrière. Alors, dans ces conditions, je dois allumer obligatoirement mes feux de croisement, d'accord? C'est obligatoire. Les feux de route, ça n'a aucun intérêt, ça ne sert à rien. Ça va juste vous éblouir parce qu'avec le reflet de la neige, on va le prendre dans la tronche, d'accord? Les feux de brouillard avant, on a le droit de les utiliser en temps de brouillard, de neige et de pluie. Est-ce qu'il y a de la neige? Est-ce qu'il y a du brouillard? Oui. Les feux de brouillard arrière, j'ai le droit de les utiliser seulement quand il y a du brouillard et de la neige. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a du brouillard et de la neige? Oui. D'accord? Moyen mémotechnique, si vous avez des questions. Feu de brouillard avant. Les parents, ils sont à l'avant de la voiture. Ils vont à la BNP. Ils vont à la banque. Donc, feu de brouillard avant, à l'avant. C'est les parents. Brouillard, neige, pluie. BNP. À l'arrière, feu de brouillard arrière, c'est les enfants. Ils sont sur la banquette arrière. Ils mangent des BN. Donc, ils ont le droit d'utiliser quand il y a du brouillard et de la neige. D'accord? Feu de brouillard arrière, jamais quand il y a la pluie. Tac. Bonne réponse A, C et D. Question 31. Sur une voiture à boîte automatique, pour immobiliser mon véhicule, la position N dispense de serrer le frein à main. Oui, réponse C. Non, réponse D. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je fasse une vidéo pour ma chaîne, là, où je montre la boîte automatique aussi, là. De toute façon, j'ai trop de vidéos à faire et j'ai pas le temps, je le fais petit à petit, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces et tout. Ça me donne envie de me forcer un petit peu à aller faire ça. Mais c'est compliqué, je vous avoue, c'est compliqué de trouver du temps pour réussir à faire des choses correctes. Enfin, du coup, est-ce que ça dispense de mettre le frein à main? Eh ben non, évidemment. N c'est neutre, c'est comme si vous étiez au point mort sur une voiture en boîte manuelle. Donc P pour parking, on met sur P et on met quand même le frein à main quand on stationne. R pour reculer, donc c'est retourne, reverse. Moi je dis recule à mes élèves, comme ça parle en français. N c'est le point mort, c'est le neutre. En règle générale, on l'utilise très rarement. Nous, on le met pas pendant les élèves, pendant la formation, on leur fait garder le pied sur le frein, tout simplement. Et D pour démarrer, en fait en anglais drive. Donc nous on dit démarrer, devant. Donc c'est la marche avant. Question 32. En cas de crevaison, je resserre totalement les écrous de la roue avant de redescendre la voiture du cric ou après avoir descendu la voiture du cric. Bonne question, hein? Alors c'est pas compliqué, il faut simplement s'imaginer. D'accord? Si vous essayez de serrer votre écrou et que votre roue elle est en l'air et elle touche pas le sol, vous allez serrer l'écrou, la roue elle va faire quoi? Ben, elle va tourner. Donc on serre les écrous en effet. Ensuite, une fois que la voiture elle tient bien, que les écrous sont quand même fixés, on la descend et quand elle est au sol, on remet des petits coups de cric pour bien serrer les écrous avant de repartir, hein, évidemment. Donc après avoir descendu la voiture du cric, quand la voiture elle est au sol. Question 33. Alors, regardez la vidéo. Accès col du Tourmalet fermé. Action stationnement grand Tourmalet ouvert. Alors ce panneau m'indique que ma voiture doit être équipée de pneus d'hiver. Oui, réponse A. Non, réponse B. Que je dois disposer de chaînes à neige. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, le panneau, il m'indique simplement qu'on arrive sur un col. Hein. Il n'y a aucun panneau là. C'est pas le panneau avec le pneu et les petites chaînes marquées dessus. Hein. Donc ça n'a rien à voir. Là, ça m'indique juste qu'il y a un col qui est fermé, qu'il y a un col qui est ouvert. Donc ma voiture n'est pas spécialement, doit pas être spécialement équipée de pneus hiver et je dois pas spécialement disposer de chaînes à machin. Là, si je mets des chaînes à neige là,
Ah bah je vais pas faire 1 kilomètre, hein, je vais tout éclater, hein, je vais éclater le bitume, je vais éclater mes roues, je vais tout bousiller. Hein. Ça n'a aucun intérêt. Hein. Donc réponse B et D. Question 34. À 130 km/h, la résistance de l'air est inchangée par rapport à une vitesse de 90 km/h, fois 2 par rapport à une vitesse de 90 km/h, fois 3 par rapport à une vitesse de 90 km/h, ou fois 4 par rapport à une vitesse de 90 km/h. Alors ça, c'est des questions que, faut pas vous mentir, les élèves n'en ont rien à foutre, d'accord, hein. Et je trouve pas que ce soit une question parlante qui vous, enfin, c'est pas un truc qui va vous, enfin, vous allez pas y penser tous les jours de votre vie, quoi. Après, il y a des choses à comprendre, c'est que plus vous roulez vite, en effet, plus la résistance à l'air, elle est là. Et donc du coup, tout ce qui est dangereux est multiplié. En fait, plus vous allez vite, si vous multipliez votre vitesse par 2, ça multiplie les dangers par 4. D'accord? Donc là, c'est pas multiplié par 2, c'est multiplié par 1,5 environ. D'accord? Donc 1,5, on doit être aux alentours des... si la vitesse multipliée, ça va être multiplié par 2 environ, je dirais. J'en suis même pas sûr, je vais pas vous mentir. Fois 2, en effet, voilà. 130 km/h, deux fois plus importante qu'à 90 km/h. La vitesse n'est pas deux fois, mais elle est multipliée par 2 lorsque la vitesse... Alors, c'est encore des conséquences de la vitesse. Ces effets sont multipliés par 4 lorsqu'on double la vitesse. Ça, je le savais, d'accord? Multiplié par 2 lorsque la vitesse est multipliée par 1,5. Bon, je trouve que c'est mal expliqué, ça vous fait pas... Enfin, les élèves, en général, ils ont cette question, ils se plantent, et ils passent à autre chose parce qu'ils comprennent rien, c'est un peu trop complexe, c'est un peu trop le bordel. Faut juste savoir que dès que vous roulez 2 fois plus vite, et ben vous, du coup, tout est multiplié par 4. En cas d'accident, la puissance, tout ça, la gravité est multipliée. D'accord? Alors, la vision périphérique permet d'évaluer les distances de déplacement. Oui, réponse A, non, réponse B. De lire précisément les informations. Oui, réponse C, non, réponse D. Pour cette question 35. Alors la vision périphérique, c'est ce qu'on voit un peu sur les côtés. Donc est-ce que ça permet d'évaluer la vitesse de déplacement? Non, c'est la vision nette qui nous permet de voir un petit peu ce qui se passe, d'accord? De lire précisément les informations, non plus. Et plus on va vite, plus cette vision nette qui est là, plus elle est rétrécie. Donc du coup, il faut faire très attention. La vision périphérique, ça simplement nous permet de voir un peu comme on parle, un peu quand on fait regarder même les angles morts et tout, quand on leur fait tourner la tête, justement, c'est parce qu'en périphérique, on voit pas grand-chose. Là, on tourne la tête, on voit, on prend une information et on y va. Ok, mais ça ne nous permet pas de voir clairement les choses dans la vision périphérique. Hein. D'accord, la vision centrale est nette, donc voilà, en relief en couleur, elle permet de reconnaître les formes, donc lire les panneaux, les vitesses, etc. La vision périphérique, quant à elle, est un peu floue, ne permet pas d'évaluer les distances, de reconnaître les formes, ni même de traiter les informations. Tout au plus, ça te permet de détecter un mouvement. Voilà, comme je disais, quelqu'un qui passe ou quoi, on peut détecter vraiment, on peut ressentir qu'il y a quelque chose, mais on n'arrive pas à dire ce qui se passe exactement. Question 36. Un véhicule qui comporte cette plaque transporte une matière A facilement inflammable, B explosive, C corrosive. Alors, bon, on voit, ça fait comme si ça explosait, une petite bombe là qui se part, hein, ça part un peu dans tous les sens. Donc c'est explosif, d'accord? Le corrosif, c'est une sorte de petite fiole là qui descend, hein, d'accord? Il est facilement inflammable, bah, la petite flamme. Hein. Ok? Matière dangereuse. À savoir que si jamais vous appelez les secours et puis qu'il y a un véhicule qui est impliqué, bah, qui a une plaque orange comme ça, bah, signalez-le au secours, d'accord? Parce que bah, ils peuvent avoir besoin de prendre des équipements spéciaux, selon bah, si c'est des produits toxiques ou des produits inflammables, etc. Ok. Question 37. Dans une voiture, l'ensemble des technologies mis en œuvre pour limiter la gravité de l'accident s'appelle la sécurité active ou la sécurité passive? Ah, bonne question ça, hein, du coup. Qu'est-ce que la sécurité active et la sécurité passive? Quand j'ai passé mon titre pro, on avait ça à faire en cours.
faire la différence entre la sécurité active et la sécurité passive. Alors, la sécurité active, c'est quoi? La sécurité active, c'est un peu comme on a vu la question tout à l'heure. L'aide au freinage d'urgence, l'ABS qui vous permet de garder le contrôle du véhicule, l'ESP qui essaye de vous garder sur la route, etc. Donc la sécurité active, donc c'est tout ce qui vous aide entre guillemets à essayer de ne pas avoir d'accident. Et tout ce qui est sécurité passive, du coup, c'est tout ce qui limite la gravité de l'accident. Donc c'est-à-dire votre ceinture, votre airbag, je sais pas, par exemple, les barrières de sécurité qui vous empêchent de passer de l'autre côté. Tout ça, c'est des mises en œuvre, donc pas que sur le véhicule, hein, sur le véhicule et sur d'autres, hein, d'accord. Toutes les technologies mises en place, c'est la sécurité passive qui vous permet, entre guillemets, d'essayer d'avoir un accident moins grave lorsque vous avez un accident. Question 38. Alors. Ouh, il fait nuit. Véhicule devant, véhicule derrière. Pas grand chose. Alors, 1, 2 et 3. Je porte mon regard A en 1, B en 2, C en 3. Du coup, l'idéal, c'est de regarder où dans cette question? L'idéal, c'est d'essayer de mettre ses yeux un petit peu vers la droite pour essayer d'être moins ébloui par le véhicule d'en face, d'accord? Regardez derrière, bon, on le voit bien qu'il est loin le véhicule, hein, donc c'est bon, il n'y a pas de souci, mais là, l'idéal, c'est vraiment de ne pas fixer le phare en face, parce qu'on va avoir tendance à être attiré comme un papillon, si vous voyez ce que je veux dire, et donc de lui rentrer dedans. Là, il est d'être attiré par lui, derrière aussi, donc il est préférable de regarder vers la droite. J'en profite justement. Si vous êtes sur ce genre de route, comme ça arrive, même des gens qui ont le permis depuis des années et des années, le véhicule qui arrive en face, il est en plein phare. Il se passe quoi? Du coup, ce serait bien qu'il éteigne ses pleins phares, mais il les éteint pas. Donc, ce que vous pouvez faire à la rigueur, c'est lui faire un petit appel de phare, ou essayer de lui faire éteindre ses pleins phares, d'accord? Mais si jamais il le fait pas, bien souvent, le réflexe des gens, c'est quoi? Ok, il est en plein phare. Et du coup, vas-y, je me mets en plein phare aussi. Boum, prends ça dans la gueule, comme ça tu pourras plus avancer. Et donc, du coup, c'est une super bonne idée hein, de faire ça. Parce que comme ça, lui, il est en plein phare, vous voyez rien. Vous êtes en plein phare, il voit rien. Et comme ça, avec un peu de chance, vous vous rentrerez dans la gueule l'un dans l'autre, d'accord? Donc surtout, ne faites pas ça. Mettez-lui un ou deux petits appels de phare pour essayer de lui faire comprendre d'arrêter, mais ne vous mettez pas en plein phare également quand il arrive. Ok? Donc pour revenir à cette question, c'est B. La réponse, on regarde sur la droite. Question 39. Si un motard est blessé dans un accident, il est préférable de lui ôter son casque pour l'aider à respirer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, lors d'un accident, il est préférable surtout de ne pas retirer le casque, d'accord? On ne touche pas le casque. Toi aussi, tu te poses des questions sur le permis de conduire? Oui, arrête d'attendre. Chez En Voiture Simone, il y a une équipe dédiée à ça. Et en plus, Et toi, je ne travaille pas pour En Voiture Simone. Je fais juste les tests dessus. Je ne suis pas sponsorisé. Je ne travaille pas pour eux. D'accord? Allez, dernière question. Donc, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à vous abonner à la chaîne, à mettre des commentaires. Ça aide à faire remonter la vidéo. Donnez-moi votre score. Dites-moi si c'était intéressant, si vous voulez plus de vidéos, etc., etc. Merci d'avance à tous les gens qui le feront, qui vous abonneront à la chaîne. Et venez nous voir en live sur Twitch, hein, du coup, sur Fred Auto École sur Twitch également, pour pouvoir faire les séries en même temps en live. Alors, je réagis plus vite si A, j'ai anticipé une situation, ou B, je suis surpris par une situation. Alors, je réagis plus vite. En effet, si j'ai anticipé, si j'anticipe une situation, j'arrive sur une priorité à droite. Si j'ai déjà commencé à ralentir, que j'ai déjà observé à droite, à gauche pour me protéger, rétro intérieur d'abord, à gauche pour me protéger. Ensuite, je regarde la droite, j'arrête d'accélérer, je mets mon pied au-dessus du frein. Est-ce que je vais réagir plus vite quand je vais voir la voiture à droite pour m'arrêter que si j'ai rien anticipé du tout? Évidemment, je vais réagir plus vite si j'ai déjà mon pied préparé et si j'ai anticipé la situation, d'accord? À savoir qu'en plus,
tout ce qui est, entre guillemets, des choses qui nous surprennent. Donc, c'est-à-dire, dans la vie de tous les jours, en fait, il peut vous arriver des choses. Vous avez l'habitude de voir un véhicule arriver de la droite. Vous avez l'habitude qu'un véhicule vous dépasse, etc. Donc là, votre temps de réaction, il est d'environ 1 seconde, tout le temps. Il est environ une moyenne, hein, c'est une moyenne. Après, un pilote de Formule 1 peut faire ça en 0,3-0,4 secondes, et une personne un petit peu plus lente, tranquillou, voilà, peut être un petit peu plus longue. Mais on va dire qu'une moyenne, c'est environ 1 seconde. Donc quand c'est des choses normales, dites de la vie de tous les jours. Par contre, quand il arrive justement un événement surprenant, d'accord, je suis surpris par une situation, je m'y attendais pas. Donc imaginez, je suis sur l'autoroute, je vais prendre ma sortie d'autoroute, et au moment où je prends ma bretelle, il y a un véhicule qui arrive en face. Et ben ça, c'est un événement que j'ai jamais vécu de ma vie. Et donc du coup, je peux rester bloqué comme ça pendant genre 3 voire 4 secondes avant même de réagir. Parce que c'est une chose que je n'ai jamais vue de ma vie, que je n'ai jamais anticipé, que je n'ai jamais pu voir. Et donc, avec la surprise, je peux mettre 3 à 4 secondes pour réagir, et ben limite lui faire un frontal parce que j'ai pas eu le temps de freiner avant, ou tourner le volant, ou quoi que ce soit. Donc quand c'est des événements vraiment inattendus, donc du coup, bah, des fois, on peut être vraiment mettre plus de temps à réagir. Donc là, la réponse, c'était bien sûr la réponse B. Je suis surpris par une situation. D'accord. Non, c'était réponse A, j'ai anticipé, voilà. En plus, je vous l'ai dit, c'était réponse A si j'ai anticipé, évidemment. Donc du coup, je vais avoir 39 sur 40, évidemment, parce que j'ai cliqué à côté, après vous avoir raconté les choses. Donc oui, donc c'est évidemment, si j'anticipe, je suis plus efficace. Ok. Donc merci à tous d'avoir regardé. Donc n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à follow, à faire ce que vous voulez. Et à très bientôt. Donc dimanche prochain, je refais normalement une série en live. Ou peut-être là, parce que c'est férié. Demain c'est férié, c'est le 14 juillet. Peut-être demain, peut-être mardi. Peut-être mardi après-midi, je vais être seul à la maison. Ma femme sera pas là, tout ça. Je ferai peut-être un petit stream sur ma chaîne Twitch. Je sais pas ce que je ferai, mais on verra bien. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir.